Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fait Main, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie, j'adore créer et je suis heureuse de partager avec vous mes conversations avec des créatrices et des créateurs que vous suivez peut-être comme moi sur Instagram. Qu'ils créent avec du papier, du tissu ou de la laine, avec des crayons, des aiguilles, des pinceaux ou d'autres outils, découvrir leur parcours et les coulisses de leur entreprise créative est un régal d'inspiration. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le parcours très riche d'Isabelle qui a créé Passage Secret. Elle sculpte le papier et réalise des compositions fleuries et des scénographies absolument magnifiques. Isabelle a déjà eu 1000 vies professionnelles. Elle a démarré comme brodeuse dans des grandes maisons de couture. Elle a été institutrice et elle a même travaillé dans le web. Elle nous raconte donc son cheminement qui l'a amenée à lancer Passage Secret en 2014. On a parlé sororité dans l'entrepreneuriat féminin car elle a noué de solides liens avec d'autres créatrices et aujourd'hui c'est une vraie force dans le développement de son activité. Elle qui a toujours aimé travailler avec ses mains trouve que c'est un sacerdoce d'être artisan et elle va nous expliquer pourquoi, mais je crois qu'elle ne laisserait sa place pour rien au monde. Allez, avant de tout vous raconter, place à l'épisode. Bonjour Isabelle, je suis très contente de te recevoir dans le podcast Fait Main, bienvenue. Merci Mélanie, je suis ravie que tu m'aies invitée. Alors, donc on va parler aujourd'hui de création de belles fleurs en papier avec toi. Oui. Et voilà, l'idée c'était comme dans tous les épisodes, tu t'en as écouté donc tu connais le principe, de nous raconter un petit peu ton aventure créative. Voilà, par exemple, est-ce que tu peux peut-être te présenter un petit peu plus et puis après on rentrera dans les détails. D'accord. Alors, je m'appelle Isabelle, j'ai 43 ans, je suis la maman d'un petit garçon et donc je suis sculpteur papier aujourd'hui. Très bien. J'ai eu un parcours professionnel très très éclectique. Je suis passée par plein de corps de métiers différents. J'étais petite main dans la haute couture pendant des années. J'avais la spécificité d'être brodeuse exactement. Donc pour les grandes maisons, j'ai été graphiste. J'ai fait plein de corps de métiers différents pour arriver à être institutrice. Ah oui, effectivement, c'est très varié. Et t'as fait quelle formation, excuse-moi, au départ? J'ai un bac art plastique, tout simplement. D'accord. Et après mon bac, ma famille a été très très étonnée. Au lieu de partir en fac comme la plupart de mes copines, ce qui m'intéressait absolument pas parce que moi je voulais pas forcément faire d'études. Je voulais vraiment pouvoir avoir accès à des capacités, à de la contenance en fait manuelle et intellectuelle et pas forcément à avoir accès à des diplômes. Du coup, je suis partie en BEP CAP couture floue et j'ai eu la chance de tomber sur une prof extraordinaire qui a de suite compris que j'étais une quiche à la machine à coudre. Mais que par contre, dès que je sortais l'aiguille, j'arrivais à faire des très très jolies choses. Et du coup, elle m'a redirigée. Moi, j'ai la chance, je suis née dans la ville de Pau, qui est le fief de Courrèges, la maison Courrèges. Et d'accord. Là-bas, il y avait des anciennes chefs d'atelier ou autres qui m'ont pris en charge et qui m'ont guidée vers les grandes maisons. En fait, voilà. D'accord. Et alors, du coup, pour travailler dans les grandes maisons, t'étais plutôt sur une vie parisienne ou t'as réussi à rester à Pau? Alors, je suis restée à Pau. J'ai intégré la maison Pirenne Couture qui était dirigée par une ancienne chef d'atelier de chez Chanel. Et en fait, cette personne-là avait créé sa maison de couture et du coup, on englobait pas mal de différentes marques. Il y avait Chanel, Hermès, Courrèges, Givenchy et d'autres d'ailleurs, et Dior aussi. Et donc, je travaillais au sein de l'atelier de chez Pirenne Couture. D'accord, à Pau. À Pau, ouais. D'accord, ok. Et puis alors donc du coup, différentes activités, t'as bougé un petit peu à quel moment? Parce que donc là, aujourd'hui, tu habites en Provence. Ouais. À quel moment tu as bifurqué un petit peu plus à l'est? En fait, j'ai rencontré un amour de vacances qui m'a amenée en Provence. Mais moi, en fait, j'avais vraiment envie de soleil et besoin de soleil parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez justement dans le sud-ouest, à mon goût en tout cas. Et du coup, je me suis installée en Provence. Et en Provence, autre chose à laquelle je suis extrêmement sensible, il y a une lumière très très particulière que d'ailleurs on peut retrouver dans les tableaux des impressionnistes comme Cézanne.
Et moi, ayant fait art plastique, en fait, le jour où je suis venue en Provence et que j'ai vu cette lumière, j'étais très touchée par l'environnement, la lumière, les grandes falaises calcaires qu'il y a et compagnie, la garrigue. Et j'ai adoré les conifères qui étaient comme des pinceaux élevés vers le ciel. J'adorais et je me suis dit, c'est là que je veux m'installer. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mon baluchon, je suis partie, j'avais aucune famille. Dans le sud-est, pardon. Et donc, je me suis installée à Aix-en-Provence. Et petite anecdote, c'est que quand je suis partie du côté de Marseille, nous, dans le sud-ouest, tout le monde me disait, mais donc, tu vas là-bas, à Marseille, il y a des quartiers, il y a de la violence. On m'avait dépeint un côté de la région qui n'était pas très rose. Donc, je me suis dit, quitte à y aller, vu que je ne suis plus petite main et que je ne vais pas retrouver un métier en tant que tel, autant aller mettre les deux mains dedans directement. Donc, j'ai passé un diplôme qui s'appelait le BTEP à l'époque. C'était un diplôme un peu particulier pour travailler dans les quartiers. Et j'ai travaillé pendant plus de 3 ans dans des quartiers du côté de Marseille et d'Aix-en-Provence. D'accord. Et je me suis éclatée en m'occupant des enfants, en créant des ateliers femmes. Je faisais de l'aide aux devoirs auprès des enfants et ça a été vraiment des années fantastiques. Donc ça a été mon premier job en Provence. D'accord. Et c'est comme ça que tu es devenue ensuite prof des écoles? Non, pas du tout. D'accord. Ça, c'est bien plus tard. Ça, c'est avec la maternité, en fait. Voilà. D'accord. Il faut donner plus de sens à l'école et à ce moment-là, je me suis interrogée. Moi, le système éducatif traditionnel français ne me plaît pas forcément. Donc, étant maman, j'avais envie de m'y intéresser. J'ai repris mes études et quand j'ai repris mes études, après, j'ai fait une formation pour effectivement mettre en place des pédagogies alternatives, mais basées sur la science, parce que la pédagogie de Marie Montessori était une scientifique, parce que j'adore la science et moi, j'ai besoin de concret et de m'appuyer sur quelque chose de solide comme la science pour pouvoir adhérer. Et du coup, j'ai fait cette spécialisation. Et au fur et à mesure où j'étais professeure dans les classes, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'enfants avec des spécificités que je trouvais merveilleuses, mais qui étaient extrêmement décriées par la société ou par l'école traditionnelle en général. Et je me suis intéressée du coup aux intelligences atypiques et j'ai passé d'autres diplômes suite à ça et d'autres formations pour connaître un petit peu mieux ces intelligences atypiques-là. D'accord, donc du coup tu travaillais pas dans l'éducation nationale, tu étais dans le privé, Voilà. Dans des écoles type de Montessori justement. C'est ça, mais il y a un peu à boire et à manger aujourd'hui dans les formations Montessori. Il y a beaucoup de formations qui n'en sont pas et les vraies formations sont très compliquées, sont très chères aujourd'hui parce que voilà, ce sont des formations privées et moi j'avais adhéré à celle-ci. Donc c'était une super aventure. Et donc je me suis formée pour être avoir accès justement à ces intelligences spécifiques, atypiques, comme on dit, c'est-à-dire les enfants haut potentiel ou très haut potentiel ou avec du trouble du spectre autistique. Et encore aujourd'hui, je travaille avec des familles de façon bénévole, parce que ça, c'est un petit truc qui me tient à cœur quand même. Et voilà, je continue dans ce domaine-là. D'accord, génial. Donc du coup, est-ce que c'est une reconversion que tu as faite quand tu avais plus ou moins 38 ans, c'est ça? 37, c'est ça? Ouais. Et alors, à quel moment tu as basculé ensuite dans cette activité de passage secret? En fait, moi, j'ai toujours eu les mains dans l'artistique, en fait. J'étais petite main, mais étant enfant, je tricotais, je crochetais. J'avais des grand-mères qui étaient couturières, donc et qui étaient de merveilleuses cuisinières. Voilà, j'aimais tout ce qui était très artistique en général. Donc pour moi, le développement passe par mes mains avant tout. Et depuis toute petite, je rêvais de pouvoir vivre de mes 10 doigts. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et à la naissance de mon fils, j'ai eu des soucis de santé et comme à chaque fois, en fait, j'essaye de faire en sorte de mettre à profit un temps difficile dans ma vie pour en faire quelque chose de positif. Donc, avant, quand je travaillais les tissus, j'avais une sensibilité particulière aux tissus. C'est-à-dire que j'arrivais à lui faire prendre une forme, il y avait quelque chose qui se passait. Et un jour, j'ai vu sur Pinterest qu'il était possible de faire des choses avec du papier. Et donc, je me suis dit, mais c'est génial, moi qui suis alitée, juste du papier, de la colle, des ciseaux, rien de plus simple.
je peux tout à fait créer des choses. Et en fait, c'est le jour où j'ai eu le papier entre les doigts, c'est comme si j'avais la même explosion à l'intérieur que lorsque j'ai eu des tissus dans les mains pour la première fois ou des matières qui faisaient écho en moi. Et j'ai adoré de suite le papier. Et j'ai réussi à lui faire prendre toutes les formes plus ou moins que je souhaitais assez rapidement. Donc la connexion s'est faite et l'amour pour cette matière est né. D'accord. Et aujourd'hui, pour toi, c'est plus fort avec le papier ou avec le tissu? Ou c'est comme deux enfants, tu peux pas choisir entre deux enfants? Pour l'instant, aujourd'hui, c'est beaucoup plus fort avec le papier. D'accord. Parce qu'en fait, le papier, pour moi, il allie deux choses c'est l'élégance, parce que moi, je travaille essentiellement que des papiers en matière naturelle, en fibre naturelle, et je trouve qu'il restitue sa part de nature. Et c'est l'enfance aussi, le papier. Donc, il est très enfantin, mais extrêmement élégant en même temps. Et pour moi, c'est les deux qualités explosives, je trouve. Ok. Je fais une parenthèse. Si jamais il y a quelques bruits de travaux, je suis désolée, c'est chez moi. D'accord. Je ferme la parenthèse. À quel âge tu as commencé Passage Secret et quelle forme ça a pris au départ dans ta vie? Est-ce que ça a été progressif vers une activité? Aujourd'hui, est-ce que c'est ton activité à plein temps? Voilà, comment ça s'est fait? Alors, Passage Secret, donc qui est né du fait que j'ai eu cette maladie qui est arrivée à la naissance de mon fils et le soir même, je faisais plein de choses avec le papier. Mon mari travaillait à l'époque de nuit et il est rentré dans la maison et en fait j'avais collé des post-it un peu partout en notant la vie est belle, c'est génial, vive le papier. j'ai vécu un moment super quand j'ai découvert que je pouvais faire plein de choses avec le papier et pourtant c'était nul ce que j'avais fait, mais je sentais qu'il y avait un potentiel énorme et qu'il y avait une voie qui s'amorçait pour moi. Et autant dans la vie artistiquement parlant, je me suis toujours mis la barre très très haut, tellement que ça n'aboutissait pas toujours au niveau, on va dire, sur le plan développement économique, parce que je mettais les choses beaucoup trop hautes. Autant cette fois-là, j'ai abordé ce côté artistique du papier avec beaucoup d'indulgence, de douceur, et je me suis dit, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant mieux. Parce que j'étais vraiment dans le fait de m'éclater. D'accord. Dans tous les cas, c'était super. Qu'il y ait un concept économique derrière ou pas, c'était vraiment le plaisir qui primait. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à en vivre effectivement et que j'ai réussi à développer parce que j'ai dépassionné beaucoup de choses et que je laissais le temps à mes mains de pouvoir travailler la matière de façon, de façon tout à fait naturelle. Ok. C'est chouette. Et donc du coup, ça veut dire que quand tu n'as plus été malade, tu as repris ton activité salariée ou tu as continué cette activité avec Passage Secret? Alors, quand je n'ai plus été malade, c'est là où je me suis lancée dans mes études d'institutrice. Et en parallèle, je développais Passage Secret. Donc, j'avais des week-ends où je faisais mes projets papier. Et en même temps, je les amenais en classe parce que pour moi, le papier, c'était vraiment quelque chose de génial à proposer aux enfants. Donc, tout au long de ma vie d'instit, de professeur, j'ai mis en place le papier dans mon ambiance, dans ma classe. Et tout tournait, enfin beaucoup de choses tournaient autour du papier. Et les enfants ont beaucoup adhéré. D'ailleurs, ils décidé du jour au lendemain de créer des livres, des cahiers, de faire de la reliure, de faire des papillons géants en papier. Donc, je l'ai vraiment vécu ces deux corps de métier ensemble. Autant j'étais en train de naître en tant qu'institutrice, autant le sculpteur papier, naissait en même temps que les enfants touchaient au papier aussi. Ouais, d'accord. Ok, ouais, donc ils se sont éclatés avec toi, quoi. Ouais. Même encore aujourd'hui, hein, la plupart des parents, c'est des super copains. J'ai toujours de très bons contacts avec leurs enfants. On est toujours, il y avait une très très belle osmose au sein de ma classe. J'ai eu la chance d'avoir ça. Et alors, donc ça veut dire que là, aujourd'hui, Passage Secret, c'est ton activité à temps plein? Oui, tout à fait. Voire même plus, parce que c'est un sacerdoce d'être artisan, hein, vraiment. Ouais. Je veux bien que tu développes. Alors, un sacerdoce, parce que souvent, on aurait tous envie de faire de notre passion notre métier.
c'est pas forcément toujours possible économiquement, comme tu le disais, ou même de se lancer. Enfin, ça demande quand même beaucoup de courage. À un moment donné, évidemment, tout dépend de la situation qu'on quitte ou qu'on a envie de quitter, mais ça demande quand même beaucoup de courage. Oui. Qu'est-ce que tu entends toi par sacerdoce? J'entends que c'est du 120 heures par semaine, donc je rigole, mais bon, c'est pas moi, que on a tellement de corps de métier à gérer. Ouais. Et il faut être bon dans tous ces corps-là, que ce soit de la pédagogie vis-à-vis des clients, savoir servir des technologies actuelles pour les mettre au service de notre artisanat, en passant par la comptabilité, la création, le savoir gérer le flux des commandes et compagnie, que en fait, c'est super, c'est magnifique effectivement, mais le revers de la médaille, c'est qu'on passe énormément de temps, qu'on est énormément taxé, il faut le dire, hein, Oui, oui. un pays malgré tout où on a beaucoup de taxes. Et du coup, bah voilà, il y a ce revers de la médaille où en fait, c'est vrai qu'on travaille à la maison, on est dans son atelier, mais très souvent on manque de disponibilité pour notre famille aussi parce que on est noyé par cette activité artisanale qui prend énormément de place. Oui, donc le fantasme un peu de dire je vais être indépendante, sans patron, etc., ou indépendant pour ces messieurs, et finalement de dire je vais pouvoir choisir mes horaires de travail, je vais pouvoir être plus souple à certains endroits, enfin à certains moments, si j'ai besoin d'emmener les enfants chez le médecin, enfin de gérer un petit peu tout ce quotidien. Qui en plus d'un travail à temps plein, souvent c'est quand même assez lourd tout ça. Donc finalement, ce fantasme qu'on aurait de dire je vais avoir du temps, bah c'est un peu, c'est pas très très réaliste au final, c'est ça. C'est réaliste, mais ça a un prix. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, demain, mon petit, il est malade, j'ai la chance de pouvoir le garder. Si je dois l'amener, avoir un rendez-vous chez le médecin, je peux me libérer. Mais enfin, de l'autre côté, je vais me coucher à 3 heures du matin pour rattraper le temps du rendez-vous ou la disponibilité que j'ai mis en place dans la journée. En fait. Donc, en fait, c'est génial parce qu'effectivement, on est beaucoup plus flexible au niveau des horaires. Mais comme on doit faire 70 métiers en une seule journée, à un moment donné, il faut les caser quelque part. Ouais. Et alors, il y a des choses que tu aurais envie de déléguer et que tu pourrais ou que tu voudrais simplement déléguer. Tu vois, tu as déjà identifié des choses comme ça où tu dis ça, j'ai pas de valeur ajoutée, n'importe qui pourrait le faire. Oui, mais ça a un coût, c'est toujours pareil, et il faut pouvoir l'intégrer dans son business plan. Donc, comme je suis pas la plus forte pour pouvoir avoir une vision de comptabilité et de gestion formidable pour mon entreprise, parce que je suis une pure créatrice, et j'ai beaucoup de mal avec toutes ces choses, ces conventions administrative, c'est plus mon mari qui s'en occupe. Du coup, il faut être lucide. Par exemple, si la comptabilité, à un moment donné, je veux la déléguer à quelqu'un d'autre, ce sera payant. Donc, il faut pouvoir, à un moment donné, s'aménager des plages où on se dit, OK, ce budget-là, il va partir là, mais du coup, il faut que je le complète avec des créations. Est-ce que j'ai le temps pour ces créations-là aussi? Voilà, donc c'est... de toute façon, c'est ce qui est un petit peu aussi déroutant, quelque part, c'est tout le temps qu'on peut gagner en déléguant, finalement, à un moment donné, on va le perdre dans la conception de la création, quoi. Donc, entre guillemets, c'est-à-dire que si je dois être comptable, je dois faire entrer plus de commandes. Donc, quelque part, cette gestion de la création, elle est à prendre en compte aussi. Oui, c'est ça, parce que effectivement, comme tu dis, c'est de l'artisanat, donc tu fais rien en série et que tout doit sortir de tes mains. C'est ça. Voilà. Exactement. Bon. Alors, ce qu'on a oublié de dire, c'est que tu fais donc des superbes créations en papier et donc très fleuries. Oui. Parce qu'effectivement, tu as dit que tu faisais de la sculpture de papier. Moi, donc, je te suis depuis un petit moment. Parce que j'ai remonté le fil de nos conversations tout à l'heure et je me souviens que nos premiers échanges datent genre de septembre ou un truc comme ça. Oui. Et que je t'avais dit, je te recontacte au mois d'octobre. Et je t'ai recontacté au mois de mars.
Exact. Donc voilà, du coup, ça date un petit peu à peu près je pense, le moment le moment où je t'ai connue. Et donc, c'est magnifique. Moi, ce que j'adore dans tes fleurs, peut-être que tu me diras s'il y a un petit effet aussi au niveau des photos, mais c'est que les fleurs, enfin, il y a un effet sur les pétales des fleurs qui est juste hallucinant. Alors, est-ce que c'est lié, ou c'est peut-être un mix des deux, est-ce que c'est lié à ton papier? Est-ce que c'est lié à tes photos? Ou voilà, c'est un mix des deux? C'est un mix des deux. Ouais. Effectivement, les photos, c'est quelque chose de très très important parce que ça valorise finalement notre travail. Mais l'angle de la photo, moi je sais comment les prendre pour qu'elles soient au plus à leur avantage. Mais des fois, je fais même pas attention et en fait, ce qui s'imprime sur le téléphone ou en photo est toujours le rendu est toujours très positif parce que la matière, c'est vraiment ça qui est la clé de tout ça. J'utilise des papiers en matière végétale uniquement, qui n'ont pas subi de blanchiment à l'acide. Ça, c'est hyper important pour moi déjà parce que il y a un souci de l'environnement, mais aussi parce que ce sont des papiers d'une grande qualité qui vont répondre à une exigence au niveau du temps et qui vont répondre de façon très positive aussi quand je vais les manipuler. Ouais. Ce sont des papiers, la recherche du papier en fibre végétale, ça a été, avant même de lancer Passage Secret, ça a été quelque chose de très très long parce que vous trouvez ces papiers-là très très complexes et il y a une exigence autant au niveau de la matière que du format. Ouais, c'est des grandes feuilles que tu utilises? Ça peut être, alors, tout dépend. J'ai différents fournisseurs parce que tous ne pratiquent pas les mêmes couleurs et ça aussi, c'est très important d'avoir une palette assez vaste et donc bon voilà, du coup j'ai plusieurs fournisseurs, mais effectivement certains vont fabriquer que du format A4, d'autres vont se lancer dans du A3 et puis certains vont être dans du 50 par 70. Donc toutes les couleurs ne se font pas en grand format. Donc bon, il y a une contrainte effectivement autant du format que de la qualité aussi du papier à prendre en compte. Ouais, d'accord. Ah, tu vois, j'aurais été comme ça, tu m'aurais demandé, j'aurais pensé vraiment que tu faisais sur des grands formats. Parce que même, alors 50 par 70, ça commence déjà à être un peu grand, mais c'est pas non plus gigantissime. Je pensais vraiment que c'était des feuilles plus grandes. Certainement des feuilles très 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 grandes, hein. Effectivement, je peux travailler sur des formats beaucoup plus grands aussi, mais ça reste quand même assez light parce que, enfin, ça reste très rare parce que tout simplement, ce sont pas forcément les commandes les plus importantes. Ouais, d'accord, ok. Alors, donc on a vu le papier. Bon, évidemment, j'imagine qu'il y a un petit peu de colle ou des choses comme ça pour tout maintenir. Oui. Et puis après, c'est le travail de tes mains, en fait, pour modeler le papier. C'est ça, oui, exactement. C'est pour ça que j'appelle Passage Secret Sculpteur Papier parce que c'est le modelage à la main. D'ailleurs, il m'arrive régulièrement d'avoir des tendinites au poignet, au pouce, un peu partout parce que c'est de la fibre naturelle, donc il faut vraiment étirer le papier. Il faut aller le chercher dans sa fibre pour pouvoir faire en sorte qu'il prenne la forme qu'on souhaite. C'est vraiment tout un travail de connaissance aussi de la matière. Et voilà, tout ça passe par les mains, effectivement. Ouais. Et ce temps, enfin, comment dire, justement, l'apprentissage pour modeler tout ça, c'est simplement du temps et de l'expérience. C'est en faisant que tu as réussi à trouver ce qui te plaisait. Ouais, vraiment. Et ça, c'est que de l'expérience, effectivement, de comprendre comment on peut passer de l'aplat au 3D. Effectivement, en fait, c'est avant tout l'expérience de la matière qui fait qu'à un moment donné, on arrive à lui donner des formes spécifiques. J'ai pour preuve, en fait, il y a des fois, j'invite des copines ou même mon mari dans l'atelier, et je lui demande de faire quelque chose qui me semble extrêmement simple, vraiment, et en fait, je me rends compte que les gens n'y arrivent pas ou les personnes que je sollicite n'y arrivent pas. C'est très rare quand je les fais participer, mais il y a des fois c'est pour le fun parce que quand ils me demandent j'aimerais bien que tu me fasses des fleurs ou je voudrais bien que tu me fasses un masque africain, dans ces cas-là, j'adore leur faire participer à la conception de ce qu'ils souhaitent quand c'est des amis ou que c'est des copains ou même mon mari. Et en fait, je me rends compte qu'ils n'ont pas le geste ou ils n'arrivent pas à engendrer le geste, alors que pour moi, ça me paraît être d'une simplicité pour le coup enfantine.
Donc oui, je pense qu'il y a une forme d'expérience de la matière qui doit s'imprégner dans les doigts et des fois, il y a mon cerveau qui m'étonne aussi. Des fois, j'arrive juste avec une seule couleur, une seule forme à plat à imaginer comment faire vivre les choses en 3D. Alors que il y a quelques années de ça, je me rappelle, j'avais été sollicitée pour une marque qui me demandait des fruits en papier et j'étais complètement paniquée à l'idée de devoir faire une forme de boule que je ne maîtrisais absolument pas. J'en ai pas dormi pendant des mois jusqu'au jour où en pleine nuit, je me suis réveillée, j'avais la solution et à partir de ce moment-là, quand j'ai eu le déclic, mon cerveau a compris comment il devait mettre en place les choses pour les faire vivre. D'accord, génial. Ça me fait penser, je sais pas si tu connais Papier, Laure. Oui, Laure, je l'aime beaucoup. Elle fait des choses merveilleuses, effectivement. Voilà. Mais effectivement, tu vois, elle disait comme toi, c'est vraiment le cerveau qui est entraîné. Et alors, elle, c'était dans le cadre de ses études aussi. Donc, elle avait, dès le départ, tu vois, forgé un petit peu son cerveau comme ça à voir en 3D. C'est intéressant, ouais. Ouais. Mais et puis ça me fait penser ce que tu disais, tu sais, sur le modelage, en disant que finalement pour toi c'est quasi comme si c'était inné. Évidemment, c'est pas inné, mais c'est voilà, maintenant ça fait partie de toi. Oui. Le geste est en toi. Et ça fait penser comme des fois on voit les tricoteuses et elles regardent même pas ce qu'elles font et elles enchaînent et moi, évidemment quand tu tricotes pas tu dis waouh. C'est ça. Mais en fait, on est des êtres de répétition et il faut pas se leurrer. En fait, le geste au départ, il est très maladroit comme tout le monde. Alors effectivement, on a une sensibilité à une matière ou à un corps de métier particulier, mais il y a que l'entraînement qui fait que ça peut fonctionner. C'est pour ça que Passage Secret, je l'ai créé en 2014, mais concrètement, j'ai commencé à tout lâcher, à en vivre. Je crois que c'était en 2018, pas avant. Ouais. Parce que avant j'ai développé les techniques, j'ai créé les patrons, j'ai cherché les fournisseurs. Tant que c'était pas ce que j'estime être nickel, je pouvais pas le lancer. Mais ces 4 années-là m'ont permis aussi de développer des techniques et d'engendrer des gestes qui aujourd'hui paraissent innés, mais qui ne le sont pas. C'est un message pour tous ceux qui veulent faire de l'artisanat. C'est que tout le monde peut y arriver. J'entends souvent des gens dire je suis pas manuel. C'est pas vrai. On est tous des manuels. C'est juste que il faut déjà rencontrer la matière qui nous plaît. Et une fois qu'on l'a rencontrée, il faut s'entraîner. C'est des heures et des heures et des heures et des heures d'entraînement. Exactement. C'est super bien que tu le dises parce que effectivement. Des fois, un peu, sans doute à la cause d'Instagram ou de ce qu'on voit sur les blogs, mais je pense encore plus Instagram, on voit le résultat final, mais on voit pas les heures qu'il y a eu avant. Et enfin, quand je dis les heures, c'est plus que des heures, quoi. C'est des mois et des années, comme tu le dis. Et on a tendance, il me semble, oui, à se dire, bon, ça a l'air hyper facile. Bah ouais, en fait, non, quoi. Non. Vraiment, c'est du travail, de l'acharnement. Et c'est pour ça qu'en fait, pour pouvoir engendrer ce travail et cette répétition du geste et le fait de s'accrocher là-dedans, il faut rencontrer une matière ou quelque chose qui nous passionne parce que finalement, tout ce travail de modelage et de perfectionnement du geste, s'il n'y a pas la passion derrière, on va vite laisser tomber. Oui, c'est ça, ouais. Quand il y a la passion, en fait, ça reste du plaisir et du coup, même si on se trompe, on passe un bon moment. Oui, c'est ça. Et puis après, c'est pas grave si la passion, elle est pas là et on peut potentiellement la rencontrer avec une autre matière. Ah ouais, oui, tout à fait. Et puis tout au long de la vie, moi, je me suis pas mariée avec le papier. Vraiment, c'est une matière que j'adore, mais s'il y a d'autres matières qui s'invitent et qui me permettent de trouver autant de plaisir que le papier ou que ce que j'ai pu rencontrer avec le tissu auparavant, ce sera avec grand plaisir. D'ailleurs, avant même de toucher le papier, pendant assez longtemps, je faisais du crochet. J'adorais le crochet. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je continue, je fais plein de choses au crochet. Le fil est une autre matière que j'aime énormément. Bon, je l'ai pas développé professionnellement parlant, mais voilà, ça m'éclate. Ouais. Et t'avais essayé peut-être quelque chose comme de la porcelaine froide, tu sais, ou de la pâte Fimo, la pâte autodurcissante, ce genre de choses? Alors,
j'ai déjà essayé, mais en fait, moi, j'ai vraiment besoin d'avoir les matières naturelles entre les mains. Donc, si un jour je dois faire ce genre de choses, et d'ailleurs, j'adore ce sera plus de l'argile ou de la porcelaine à proprement parler, une D'accord. matière naturelle. C'est plus ça qui. Par contre, effectivement, le rendu de la pâte fimo ou de la porcelaine froide, c'est magnifique. Hein. J'ai une de mes voisines qui sur Instagram d'ailleurs qui est assez connue qui fait ça, et qui fait ça merveilleusement, et elle fait de la fleur en porcelaine froide. C'est juste magnifique. Mais comment elle s'appelle? Elle s'appelle Lovely. Bah, Lovely Flower Atelier, que j'ai eu, Laetitia. C'est ça. Oui, oui, que j'ai eu dans l'épisode 42 de mémoire. On Ok, vit dans le même village, voilà. Ah et, oui, c'est plus que voisine, ouais, d'accord. Enfin, pas. c'est ça. Ok. Et des choses juste incroyables. Ah ouais, c'est magnifique. Eh ben, génial. Alors, donc aujourd'hui, on disait tu fais des fleurs. C'est Oui. ton. Moi, j'ai vu que des fleurs jusqu'à présent depuis que je suis ton compte. Est-ce que tu as envie d'explorer d'autres choses? Est-ce que tu as déjà exploré d'autres choses? Si tu vas sur mon site, en fait, tu pourras voir qu'il y a autre chose que des fleurs, mais effectivement, ce qui a de suite fonctionné, c'est les fleurs. Alors, j'adore les fleurs. Hein. En général, dans la vie, c'est quelque chose. De toute façon, la nature, en général, c'est un élément qui me correspond à 100%. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu plus d'engagement au niveau des commandes et économiques à proprement parler sur les fleurs. Mais si tu regardes, j'ai fait plein d'autres choses. Après, c'est vrai que j'ai du mal à poster autre chose que des fleurs sur mon feed parce que du coup, j'ai une forme de clientèle qui est arrivée et qui, des fois, n'arrive pas à comprendre forcément quand je fais autre chose. D'accord. Mais j'ai eu la chance de travailler pour des marques qui m'ont sollicité pour d'autres choses. Donc, j'ai des masques africains, j'ai fait des fruits en papier pour l'Occitane en Provence. J'ai le Kids Magazine qui m'a sollicité à 3 reprises. Et par exemple, dans la dernière parution qui a eu lieu en août dernier, qu'il faut absolument que je poste, elle m'avait demandé de créer les pièces iconiques de la marque Jacquemus que j'adore. Donc j'avais fait le sac Chiquito, j'avais fait la capeline XXL en papier. Enfin voilà, il y a plein d'autres choses qu'il est possible de faire avec le papier que le floral. Mais effectivement, le modèle économique passage secret, c'est avant tout de la fleur et du végétal. D'accord. Effectivement, du coup, je regarde ton feed et ça date de la période où je te connaissais pas encore. C'est pour ça qu'effectivement, moi, je connaissais que les fleurs et globalement, enfin, il faut remonter jusqu'en janvier 2020. Voilà, janvier 2020, on voit toutes ces belles créations, effectivement, les masques, etc., qui mettent en avant, qui subliment des bijoux qui sont, voilà. Ok, ouais, c'est chouette. D'accord, d'accord. Donc effectivement, bah du coup les fleurs globalement se vendent mieux, hein, si c'est ça, c'est un peu ça le résumé. En fait, c'est vrai que ça a pris ce tournant-là. Les fleurs ont pris. Après, pour mon plus grand plaisir, hein, franchement, Ouais. j'adore. J'aime voir une fleur, son pistil, la faire naître. C'est quelque chose qui me passionne. Ouais. Ouais. Et après les fleurs, tu les vends pour des particuliers. Tu dois peut-être aussi les vendre peut-être pour décorer des vitrines ou des choses comme ça. Donc oui, il y a des professionnels, donc ça peut être pour des vitrines, pour créer des décors aussi au sein d'une boutique ou autre. Et il y a également des particuliers qui me commandent des fleurs pour leur maison, pour leur décoration personnelle. D'accord, ok. Et alors, donc, la partie autre que fleurs, tu le fais encore, mais tu le montres moins sur Instagram ou vraiment aujourd'hui, le gros de ton activité, ce sont les fleurs? Alors, je le montre moins, effectivement, et en fait, j'ai pas encore trouvé de vecteur pour communiquer dessus. Ça, c'est bien dommage parce que, je te dis, par exemple, la dernière parution pour le Kids, j'ai fait vraiment ce shooting photo pour lequel je n'ai absolument pas communiqué encore, malheureusement. Mais je vais trouver ce vecteur pour mettre en valeur justement ces créations-là autres que fleurs. Mais malgré tout, on va dire 90% de mon activité est d'origine florale et végétale. Ouais, d'accord, ok. Oui, parce qu'on parlait de fleurs, mais il y a effectivement aussi des feuilles que tu fais, voilà, des grandes feuilles, des grands branchages. Ok. Je crois que tu n'as pas de site internet. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes.
Il est en cours de fabrication. Alors, ce site internet, c'est vraiment là une aventure. Pour quelqu'un qui a travaillé dans le web, parce que j'ai travaillé pour le web aussi, c'est vraiment c'est mon talon d'Achille. Quand j'en parle à mes amies créatrices, je vois que c'est un souci aussi pour elles en général d'avoir un site internet pertinent. En fait, dès qu'on veut être dans un site internet où on peut acheter de l'e-shop, je pense que du coup c'est plus compliqué. Il est en cours de fabrication. Il prend son temps. Et il va sortir. Donc en attendant, en fait, je fais toutes mes prises de commandes sont faites sur Instagram. Ouais, d'accord. Et même pour les pros. Et ça, en fait, la prise de... Oui, essentiellement, tous les pros me contactent sur Instagram et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, finalement, c'est le site internet et c'est la grande vitrine de beaucoup d'artisans. Toutes les marques pour lesquelles j'ai pu travailler m'ont toujours contacté via Instagram. Oui, oui, oui. Oh, bah, effectivement, je pense que c'est pas vraiment un souci. Après, sans doute que si le jour où tu auras ta boutique et le formulaire de contact avec un site web directement, les contacts passeront par là parce que Insta, ça veut dire faire la demande depuis un compte Insta. Et bon, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'entreprises, beaucoup de marques qui ont des comptes Insta, mais du coup, ça veut dire de passer par ce biais-là aussi pour te contacter. Mais voilà, force est de constater que ça fonctionne et que même sans un site internet, finalement, donc ça fait depuis 2018, tu disais, que tu es à temps plein sur l'activité. Oui, et ça fonctionne très bien. Par contre, après, effectivement, la gestion des messages Instagram n'étant pas super, c'est assez compliqué. Du coup, on s'organise et c'est vrai que du coup, comme je n'ai pas mes prix en ligne, j'ai beaucoup de demandes de tarification et il faut pouvoir avoir le temps d'y répondre aussi. Et donc, les collaborations que tu fais aujourd'hui aussi, évidemment, elles se créent via Instagram. Je pense par exemple à celle avec Merveille, assez récemment. C'est super parce que vous avez fait donc avec un jeu de miroir et des fleurs autour ou superposées. Oui, justement, Instagram, ça a ce côté-là extraordinaire, c'est qu'on peut faire des connaissances avec des créatrices formidables. Et avec Alison, ça faisait très très longtemps qu'on voulait faire une collaboration et s'associer ensemble parce que nos univers se répondent très très bien. Et donc voilà. Et puis je dois énormément à toutes ces créatrices qui, dès que j'ai commencé à me mettre sur Instagram, m'ont portée parce que c'est vraiment aussi grâce à elles et cette communauté de créatrices qui sont d'une grande générosité que Passage Secret a pu à un moment donné connaître aussi une certaine clientèle et développer son chiffre d'affaires parce que elles m'ont partagé, elles se sont intéressées à mon travail, elles m'ont valorisé. Enfin voilà. Donc c'est vraiment je trouve ça formidable pour ça, Instagram, et je leur dois beaucoup. Alors, tu peux les citer, ça leur fera sans doute super plaisir. Alors, elles sont nombreuses, mais il y a Alison, donc Merveille, il y a Mini Plume aussi, Émilie, qui sont les deux principales, effectivement, qui ont toujours cru en moi et qui, dès le début, m'ont beaucoup soutenue. Voilà. Après, il y a aussi Aurélie des Mains de Mamie, je sais pas si tu connais, qui est on a débuté ensemble en fait, toutes les deux. Elle fait faire des tricots et des petits tops en laine ou en fil. C'est une marque intergénérationnelle et elle sollicite des mamies pour tricoter. D'accord, alors je connais pas. Elle a les boobs sans papier qu'il y a sur mon feed, c'est elle qui me les avait commandés à la base. Aujourd'hui, je les vends à beaucoup de conseillères en allaitement. Ah oui. Les mettre dans leur salle d'attente pour la plupart, c'est très rigolo. Ouais. Donc il y a toute une communauté de créatrices comme ça qui sont sur Instagram. Il y a aussi la boutique Execo Aix-en-Provence qui a son compte Instagram qui m'a fait confiance dès le départ. Enfin bref, Laetitia, donc il y a eu beaucoup de personnes. D'accord, génial. Ça c'est chouette, cette sororité. Ouais, vraiment. Ouais, c'est vraiment le mot. Nickel. Aujourd'hui, comment tu vois le développement de ton entreprise? Parce que tout à l'heure, tu me disais que l'artisanat et le fait main fait que tu peux pas te démultiplier et c'est déjà un sacerdoce, c'est déjà à la fois une passion mais à la fois énormément de travail. Comment tu vois les choses? Est-ce que tu dis
je veux à tout prix développer mon activité, mon chiffre d'affaires, etc. et je vais trouver des moyens pour le faire, ou finalement la manière dont ça fonctionne aujourd'hui, les revenus que ça te dégage, te satisfont et tout va bien comme ça. Honnêtement, alors moi je suis pas quelqu'un qui est dans l'économique et pour moi c'est la créativité avant tout. Malgré tout, j'ai la chance et l'immense chance d'avoir la possibilité de vivre très bien grâce à Passage Secret, qui me permet d'avoir des revenus mensuels très confortables. J'ai pas envie de développer plus parce que ce serait au détriment, je pense, de la qualité des créations. Ouais. Donc tu restes dans ce volume d'activité là. Voilà. Voilà, tu veux pas faire, je sais pas, tu sais. Alors évidemment dans l'artisanat c'est moins le cas, mais dans les entreprises on se met des objectifs de croissance tous les ans, etc. Je Là sais toi t'es pas dans. Non, non, je sais même pas ce que c'est. Non, les seuls objectifs que je me donne, c'est de faire évoluer Passage Secret en fonction de mes envies, de mes goûts, des tendances que j'aime et que j'affectionne. Voilà, de créer des nouvelles compositions florales ou de nouveaux objets en papier qui sont une part de moi et qui continuent de grandir dans le style ou d'évoluer dans le style ou dans l'image que ça peut renvoyer. C'est la seule, mais sinon au niveau du volume purement économique de l'activité, non. Puis déjà j'ai que 2 mains et 2 bras, et au-delà de ça, après c'est le surmenage, c'est le burn-out, je pense. Ouais. Alors après, on pourrait imaginer aussi que si tu voulais développer l'activité, parce qu'effectivement, c'était je sais pas si le bon terme c'est besoin, mais voilà, si tu avais envie de développer, on pourrait imaginer que tu puisses former quelqu'un et puis tu vois, développer de cette manière-là, parce qu'effectivement, on a besoin bon, d'un cerveau et de deux mains. Mais ça, tu vois, tu pourrais dire, bah voilà, je vais former quelqu'un et puis et travailler, monter une petite équipe en fait. Alors, autant quand j'apprends aux personnes à manipuler le papier, à le sculpter, à faire quelque chose avec, je suis dans une extrême bienveillance. Autant quand il s'agit de Passage Secret, j'ai un tel niveau d'exigence que j'ai peur que je suis tellement dans le détail que je vais rendre chèvre et folle une personne si je l'embauche. Ouais, je comprends. Ouais. Et en plus de ça, au-delà de ça, réellement, quand il y a des erreurs, s'il peut y avoir des erreurs, à un moment donné, je préfère m'en prendre à moi que plutôt me dire que c'est quelqu'un qui l'a commis parce qu'il était dans l'expérience encore de la matière. Et comme on disait, en fait, ça prend tellement de temps à apprendre certains gestes, certaines choses que finalement, si je dois embaucher, je mettrai tellement de temps à former quelqu'un que je ne sais pas s'il sera vraiment très rentable. Ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, je comprends. Non, mais c'est chouette et après tout, comment dire, je ne pose pas la question avec une comment dire, avec une envie d'une réponse particulière parce que finalement toutes les réponses sont valables et je Ouais. trouve que c'est ça qui est génial. Et justement, tu vois, avec tous les épisodes, toutes les créatrices et créateurs que j'ai euh, eu sur le podcast, j'ai encore du mal à dire interviewer parce que je suis pas journaliste, mais toutes les personnes avec lesquelles j'ai échangé, finalement, bah oui, il y a des personnes qui veulent encore que ça grossisse pour peut-être prendre des locaux, embaucher quelqu'un, etc. Et puis d'autres où finalement, bah ça va bien comme ça en fait. Ouais. Moi, je suis Et vraiment. voilà, mais c'est très bien en fait. Et c'est ça qui est génial, c'est de voir que bah en fait, Il y a beaucoup de choses différentes, ouais. voilà, et ça peut fonctionner tout seul. Et de t'entendre dire ça fonctionne très bien, et bah écoute, c'est génial quoi. Enfin, et tu vois, si je reprends aussi cet aspect-là, tout à l'heure je me disais, pendant que je t'écoutais, je me disais que j'aimerais pas qu'on se dise que tout ce travail, toutes ces entreprises créatives qui sont portées essentiellement par des femmes, finalement, que ce soit une activité un peu loisir et que c'est comme si c'était un peu bon l'argent de poche de la famille quoi ou l'argent de poche de la femme parce que Oui, bah, c'est difficile d'arriver à tirer une activité économique viable en se dégageant un salaire etc. tout à fait, ouais. Tu vois ce que je veux dire et je voudrais pas qu'on se dise et j'ai pas l'impression que ce soit le cas enfin en tout cas
de ce qui ressort des épisodes. Et en tout cas, ce que je voudrais pas, c'est qu'on se dise, elles peuvent le faire parce qu'elles ont des maris à côté qui subventionnent entre guillemets. Tout à fait. Et tu vois, j'aimerais pas du tout. Donc, je trouve ça génial de dire, ouais, en fait, je vis très bien de mon activité et au niveau de la famille, on vit très bien avec cette activité. Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bon, donc ça, c'est cool et voilà. Je suis pas militante féministe, etc. Mais voilà, vu qu'on est des femmes, ça me semble un truc de base en fait de défendre le travail des femmes et qu'on soit salariée ou indépendante à la maison, etc. Je trouve ça génial que chacun. En fait, ce qui est important, c'est que chacun puisse choisir. Voilà. Exactement, et c'est ça, et c'est hyper important, c'est ce que on se disait tout à l'heure, que cette communauté, elle puisse vraiment se serrer les coudes. Et moi, c'est ce que vraiment j'ai rencontré sur Instagram. Souvent, on te montre l'aspect négatif d'Instagram. Effectivement, je rencontre aussi les aspects négatifs de ce réseau social qui peut générer des choses un peu particulières. Mais honnêtement, il y a une telle force entre créatrices aussi qui est tellement belle et il y a un vrai élan de sororité entre certaines créatrices et la plupart d'ailleurs que vraiment c'est magnifique et il faut vraiment le mettre en avant et le valoriser cet élan-là. Ouais, c'est clair. De toute façon, on peut pas s'en sortir toute seule ou tout seul. Donc à un moment donné, le fait d'être chacune un maillon de la chaîne et de permettre à cette chaîne de rester solide et que chacune s'en sorte effectivement et puisse vivre de son artisanat de façon la plus sereine possible, c'est vraiment magnifique. Ouais, c'est chouette. Et puis justement, en tant qu'entrepreneur et que micro-entrepreneur, tu pourrais vite avoir peur d'être un peu solitaire. Enfin, peur de cette solitude plus que d'être solitaire. Et du coup, là, ça veut dire que, en fait, il y a une autre voie qui est possible, même si on est à son compte et qu'on n'a pas de personnes avec lesquelles on travaille physiquement. En fait, il y a toute cette communauté derrière qui existe et on n'est jamais vraiment seul. Ah mais complètement. Et moi je passe des heures, voire trop, à papoter avec mes copines, justement qui sont créatrices, à s'envoyer des messages WhatsApp, Instagram, des audios. Il n'y a pas une journée sans qu'on ne se parle pas à plusieurs reprises, quoi. Donc il y a des vrais collègues. Par contre, ce qui est génial, c'est que ces collègues-là, des collègues de travail, qui ont d'autres corps de métier, mais du coup, ce sont des collègues que l'on peut choisir par affinité. Et ça, c'est formidable. Plutôt que de subir les collègues qu'on a au bureau. Un coup de blues, que ça va pas, ou qu'on se sent surmené, qu'on a un petit grain de sable dans le rouage, on peut leur en parler, ça fait beaucoup de bien. Enfin, moi, je sais qu'elles sont toujours extrêmement bienveillantes et à l'écoute, et on peut dédramatiser, et des fois, elles peuvent même apporter des solutions parce qu'elles ont un recul et une expérience, quoi. Donc, c'est vraiment top. Oui, parce qu'elles connaissent aussi ce parcours. En fait, elles ont les mêmes problématiques que toi. Oui, tout à fait. Donc c'est ça aussi, parce que évidemment le cercle amical et familial est souvent d'un grand soutien, mais quelqu'un qui fait le même métier que toi, même si c'est pas la même activité artisanale, etc., finalement, elle a les mêmes préoccupations que le 31 mai à midi, il faut que ta déclaration de micro-entreprise, ta déclaration SAF, elle soit faite. Typiquement. Voilà, et que effectivement un enfant malade, c'est peut-être le grain de sable dont tu parlais tout à l'heure. Voilà. Donc ce genre de choses effectivement qui est encore plus partageable avec les personnes qui font la même activité que toi. C'est ça. J'ai pour exemple des fois des clients qui reviennent vers une amie à moi, créatrice, en faisant un retour qui est un petit peu négatif sur un tout petit point de détail de la création. Nous, nos créations, ce sont nos bébés. Donc forcément, quand un client peut faire un retour négatif, certaines d'entre nous n'ont pas assez le recul. Donc du coup, elles vont se sentir piquées. Et du coup, il y en a qui sont beaucoup plus pédagogues, qui ont une vision aussi de la clientèle et qui vont pouvoir lui permettre de lui envoyer une
une réponse qu'elle va pouvoir envoyer à son client où il y aura beaucoup plus de forme, de tolérance. Ouais, On s'entraîne vraiment comme ça, quoi. Ah oui, c'est vrai. Oui, vraiment, à la fois, j'imagine des choses très opérationnelles comme ça, et puis bon, bah plus futiles ou plus stratégiques, etc. Parce que du coup, c'est une vraie communauté, quoi. Ouais, vraiment. D'accord. Ah ouais, c'est chouette. On met au service les unes des autres nos compétences. Vraiment, c'est ça. Ouais. Et sans se sentir obligé, c'est ça qui est bien, parce que Oui. avec les vrais collègues qu'on pourrait avoir au bureau, etc. Alors, je le dis pas pour moi, parce que vraiment, je travaille que avec des gens bien, mais forcément, ça arrive. On choisit pas nos collègues, donc forcément, il y a des moments où ça peut arriver. Est-ce que tu peux peut-être nous dévoiler ou nous dire quels sont tes projets pour les mois à venir en termes de papier, de création Alors, je peux pas en parler. Je peux pas parler de tous mes projets. Ouais. Certains sont encore dans les tuyaux et que bon, moi tant que c'est pas signé, acté, je préfère ne pas. Et puis en plus, il y a tout un aspect technique que je dois développer autour de ces projets-là. Et qui à chaque fois sont des challenges un petit peu architecturaux. Hein. Il faut dire que le papier fait de passer de quelque chose d'aplat à quelque chose en volume. Il y a des fois c'est un challenge. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on retrouve dans la couture. Hein. Quand on est sur un tissu et qu'il faut faut créer du volume avec. Moi, je travaille le papier comme je travaille les tissus. Je crée des patrons, je les mets je les tords un petit peu dans tous les sens pour savoir s'ils tiennent la distance. Quand j'ai un nouveau papier qui se propose, qui s'offre à moi, là en ce moment j'ai fait rentrer un papier tout en transparence qui est en feuille de riz, qui est absolument formidable et magnifique. Mais bon, la matière du riz, je ne l'ai jamais testé. Je ne sais pas comment il va vivre dans le temps. Comment il va réagir à telle manipulation plutôt qu'à une autre. Est-ce que le papier ne va pas s'affaisser? Donc, c'est des choses que je dois mettre en place en amont. Pendant de longs mois, il y a de la recherche aussi à ce niveau-là. Et pour que ça paraisse absolument naturel et sortir de l'atelier comme si c'était tout à fait normal. Donc, des projets, il y en a pas mal. Mais voilà, ils sont en train de naître. De prendre forme, d'accord, très bien. Oui, parce que forcément, le papier, quand il est exposé et qu'il n'est pas simplement dans une bibliothèque ou ce genre de choses, forcément, il va être soumis aux conditions de chaleur, d'humidité, de soleil, etc. Et donc, il faut que ça tienne la route, quoi. Il faut que ça tienne le temps. Exactement. Ouais. Et selon la fibre naturelle, des fois on a de la fibre de bambou, d'autres fois de la fibre de chanvre, selon le pigment qui est traité aussi sur le papier, on a des réactions différentes dans le temps, à la chaleur, au froid, à l'humidité. C'est pour ça que ce sont des papiers que je ne propose pas tant qu'ils sont en phase de test de toutes ces conditions-là. Je ne les propose pas à la vente et encore moins s'ils doivent se retrouver en vitrine d'une boutique. Oui, parce que les conditions sont pires. Parce que forcément, la chaleur sur la vitrine, ça doit faire un peu étuve et tout ça quand il fait chaud. Ça. Mais quand on a des vitrines qui sont plein sud, en Provence, qui sont à plus de 50 degrés à l'intérieur la journée, et il faut que le papier, sa texture, sa couleur, tout tienne. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a la couleur aussi. Il n'y a pas juste l'aspect du papier, il y a la couleur que ça se soit pas dégradé, quoi. Après, il y a des couleurs qui évoluent dans le temps, justement au contact de la lumière, mais ça aussi, j'ai pu l'étudier. Ce sont des couleurs qui vont se rendre légèrement sépia, mais qui vont avoir justement un charme fou au contact de la lumière. Donc, par contre, les papiers qui se dégradent vraiment au contact de la lumière, je les évite au maximum. Mais généralement, ça va. Ces papiers qui se détériorent au contact de la lumière, ce sont des papiers généralement qui ont été blanchis à l'acide. On en revient toujours au même point. Donc, du coup, c'est le mode de fabrication qui a fait que le papier réagit à la lumière. Ouais, d'accord.
Ok, bon bah écoute, génial. Moi je vois tes fleurs là. Je suis plus sur Instagram, mais je les imagine, je les vois quand je ferme les yeux. Et les murs de fleurs, voilà, c'est vrai que c'est très joli. J'ai hâte de voir les autres créations dans les semaines, dans les mois qui viennent, et de voir effectivement les prochains projets. C'est trop cool. Est-ce que, pour conclure, je peux te demander ma petite question fétiche? Attends, non, j'en ai une. Ça fait longtemps que je l'ai pas posée. Quoique non, je crois que je l'ai posée dans celui d'avant, mais que j'ai pas encore réécouté. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça fait longtemps. Si tu partais sur une île déserte, tu emporterais quoi? Ça, c'est une bonne question. Tellement de choses. J'ai besoin si je veux prendre qu'une seule chose. Non, 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 t'en as 3-4. Mon ordinateur, déjà, ça c'est certain. Du papier, effectivement. Ouais. Des ciseaux, de la colle, ça c'est certain. Un crochet et du fil aussi, parce que j'adore. C'est mon yoga. Et mon iPad avec Procreate, obligé. Ça commence à faire une grosse valise, là. Hein. Oui, c'est vrai, c'est une grosse valise. Je ne saurais pas choisir. Ça, je suis incapable. Autant je peux vivre avec très très peu de choses, autant je suis nourrie par tellement de choses que c'est compliqué de choisir. Ouais. Et il faut que tu occupes tes mains, de toute façon. Oui. Ouais. C'est ça, exactement. Ok. Un petit morceau de chocolat ou un truc, une petite gourmandise, un truc? Ou c'est pas ton... Ça, c'est sûr que l'une de mes nourritures principales, c'est le chocolat. Ah. Malheureusement. J'ai le même vice. Ah oui? Oh là là, franchement, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Ah non, le chocolat, c'est une autre de mes passions. D'accord. Et alors, j'allais te demander, est-ce que tu vas allier tes deux passions? Est-ce que tu vas faire une création en papier autour du chocolat? Je vois pas comment, mais enfin, Eh bien, écoute, je l'ai déjà un petit peu fait parce que j'ai eu la chance de créer une très belle composition florale pour la chocolaterie Nostradamus à Salon de Provence. D'accord. Je t'avoue, j'ai eu du mal à faire l'installation parce que j'avais du mal à rester concentrée parce que pour moi, on sentait le chocolat mais partout. Et autant les patrons ne faisaient presque plus attention parce que eux ils l'ont dans le nez, autant moi mon cerveau me disait mange alors que je devais installer. Quelque part je l'ai un petit peu fait, mais pourquoi pas à un moment donné, moi je serais ravie. Et puis j'adore la gastronomie, j'adore les plaisirs de bouche, donc à creuser. À creuser alors. Ça marche. Bon ben super. Et alors pour conclure, de quoi tu es la plus fière, Isabelle? D'avoir réussi à réaliser mes rêves. Très bien. Tout simplement, j'allais dire tout simplement. Oui, mais parce que mes rêves sont assez simples. Hein. Je me suis jamais mis des objectifs de fou, mais j'ai conscience que voilà, en tant qu'être humain, on peut avoir des petits objectifs qui sont tout à fait réalisables. Après, je les ai réalisés très très tard. J'ai beaucoup rêvé sur les bancs de l'école qu'un jour je pourrais vivre de mes 10 doigts, et ça c'est vraiment l'un des rêves dont je suis le plus fière, avec celui d'être maman. Mais voilà, des petits rêves mis bout à bout, ça comble de joie. J'aime bien l'idée de petits rêves. On n'est pas obligé d'avoir des grands rêves. Pas du tout. Qui sont difficiles à accomplir peut-être, les grands, mais plein de petits, c'est génial. Voilà, ma vie est jalonnée de plein de petits rêves, ça c'est sûr. Comme les enfants, en fait, il n'y a pas grand-chose j'ai gardé ce caractère très enfantin où je fais d'un bout de bois une baguette magique, donc. Génial. Eh ben écoute, mille merci pour ton temps, Isabelle. Merci à toi, Mélanie, c'était super. Merci. On te retrouve évidemment sur Instagram, et puis dans quelques semaines, dans quelques mois, sur ton site internet. Oui. Croisez les doigts pour qu'il soit le plus vite possible. Ça marche. Merci encore, Isabelle. À bientôt. Merci, au revoir. Me revoici. Pour découvrir les superbes créations d'Isabelle, vous l'aurez donc compris, c'est sur Instagram que ça se passe. Rendez-vous donc sur son compte Passage Secret. Profitez-en pour venir me faire un petit coucou sur Insta, j'y partage les coulisses du podcast et mes réflexions autour de la création et de l'entrepreneuriat créatif.
Si mon travail autour du podcast vous plaît, vous pouvez me soutenir de plusieurs manières et je vous mets au défi aujourd'hui d'en mettre au moins une en application. Alors, soutien numéro 1, oui c'est organisé, il y en a 3. Me laisser un tip sur la plateforme Tipeee. Donc les tips, c'est des pourboires en anglais. Le montant importe peu, c'est souvent quelques euros, une seule fois ou tous les mois, c'est vous qui choisissez. Et pour moi, c'est une marque de soutien très forte, parce que je passe, vous le savez, une dizaine d'heures pour préparer chaque épisode. Donc ce soutien financier, c'est très valorisant pour mon travail. Le soutien numéro 2, laissez une note 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute, notamment si vous écoutez sur un iPhone via l'appli Apple Podcast. Ça prend quelques secondes, littéralement, mais ça me donnera un bon coup de pouce pour la visibilité du podcast sur l'appli. Et soutien numéro 3, le dernier, parlez du podcast au moins à 2 personnes de votre entourage, dans la vraie vie ou sur Instagram, en story ou en post. N'oubliez pas de me mentionner pour que je puisse vous remercier et repartager votre story. Je le fais systématiquement. D'ailleurs, c'est sans doute l'occasion pour vous de faire découvrir votre talent et votre créativité aux auditrices et aux auditeurs du podcast. Et n'oubliez pas que vous pouvez également laisser votre adresse email sur mon site podcastfemain.fr pour recevoir automatiquement un email à chaque publication d'épisode. Promis, je garde votre adresse email bien au chaud et je n'en fais rien d'autre. De mon côté, j'enchaîne avec la préparation du nouveau format vidéo que je vais bientôt lancer et qui s'appellera Craft & Curious. Le principe, c'est des questions légères et amusantes auxquelles mes invités créatifs devront répondre rapidement pour les découvrir sous une autre facette. Allez, à très vite et n'oubliez pas, prenez toujours le temps dans votre quotidien pour créer.